tenais aussi à remercier Bruno Verret pour l'invitation. Comme ça a été rappelé, mon père tenait beaucoup à cette institution et je suis très honoré de pouvoir participer aujourd'hui. Mon but aujourd'hui, ça ne sera pas de parler de cancérologie, je laisserai mes collègues en parler beaucoup mieux que moi, c'est plus de parler de l'IA telle qu'elle est faite dans les laboratoires et telle que vous la vivez au jour le jour, de rappeler un peu les principes fondateurs et de mentionner quelques enjeux scientifiques pour le futur. Et donc commençons. Donc si on parle tant d'IA aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est qu'il y a eu un progrès technologique constant, et ce n'est pas récent, ça fait une cinquantaine d'années. On parle souvent de loi de Moore pour dire que la puissance des ordinateurs double tous les 18 mois. Eh bien, ça fait 50 ans que ça dure, donc tous les 18 mois, vous multipliez par 2 la puissance. C'est pareil pour le stockage, où là, la loi exponentielle est décroissante. Le coût du stockage perd aussi, en gros, un facteur 2 tous les 18 mois. Donc 1 gigaoctet, c'est à peu près la taille d'un film récent. Eh bien, ça coûtait $1 million à stocker en 1980. Maintenant, ça coûte quelques centimes. Donc, c'est bien qu'à la fin, on stocke tout, on peut faire beaucoup de calculs. Et donc ça a donné lieu à une prolifération de données. Donc aujourd'hui, on va parler de médecine et de cancérologie, mais c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans toutes les sciences. Que vous faites de la physique, de la médecine ou de l'histoire, les données sont à peu près partout. Et cette prolifération et le besoin de traiter ces données a donné lieu à une série d'engouements. Donc on parlait de big data il y a une vingtaine d'années, on a parlé un peu de science des données, et maintenant on parle surtout d'intelligence artificielle. De quoi parle-t-on quand on parle d'IA? Donc je ne vais pas vous essayer de définir ce qu'est l'IA, ça prendra probablement toute l'après-midi. J'ai juste me borné à dire que ça correspond à des tâches qui sont dites réservées ou propres aux animaux et aux humains. Donc on parle souvent à la parole, la vision, et des choses comme ceci. Donc là, j'ai donné 2 exemples assez marquants. Un qui est le traitement du texte, donc là c'est la traduction automatique, à gauche, et à droite, la génération d'images ou la reconnaissance d'objets dans les images. Donc comment cela a été rendu possible pour toutes ces tâches dites que j'appelle de perception, mais on va voir tout à l'heure qu'il y a d'autres tâches qui sont très humaines, au moins pour certains, au moins ceux qui, la plupart de mes collègues, qui est le codage informatique qui est aussi en pleine révolution. Donc qu'est-ce qui a changé depuis une dizaine d'années? C'est une combinaison de 3 facteurs. Il y a eu beaucoup de données sur lesquelles apprendre, et si vous retenez une seule chose de ma présentation, c'est que l'IA, la révolution de l'IA actuelle est liée aux données. On a donné à la machine des exemples du phénomène que l'on veut reproduire. Dans le cadre de la traduction automatique, on a donné des millions de phrases traduites, de français vers italien et de italien vers français, et pour l'image, on a donné des millions, voire plus, d'images avec une description de leur contenu, et ces données, elles ont été étiquetées par des humains. Donc à la fin, ce qui donne du grain à moudre à l'IA, ce sont les données, et les données étiquetées par les humains. Ces données sont traitées par les ordinateurs dont j'ai mentionné le doublement de la puissance de calcul tous les 18 mois, et bien sûr, vous avez besoin de chercheurs en maths et en informatique pour faire un peu tourner tout ça. Donc à la fin, quand on parle d'intelligence, et je le mets entre guillemets, c'est un mot que je n'utilise jamais au jour le jour, je l'utilise que quand je parle à l'extérieur de mon domaine. Eh bien, ces comportements dits intelligents, c'est une combinaison de 4 facteurs, donc des algorithmes, donc ça c'est ce que je vais présenter un peu aujourd'hui, beaucoup de données et aussi beaucoup de puissance de calcul. Et enfin, le premier point qui sont les modèles. À la fin, quand on veut modéliser une image, un texte ou une cellule cancéreuse, eh bien, les modèles sont assez proches, l'algorithmique est assez proche, mais on a besoin de données experts sur le domaine. Donc chaque domaine a ses propres modèles. Donc je vais commencer par un petit tour d'horizon quand on parle d'IA. On pense souvent que l'IA a commencé en 2022 avec ChatGPT. Ce n'est pas vrai. Vous utilisez l'IA tous les jours depuis déjà une dizaine d'années, voire plus. Et je vais donner quelques exemples. Et dans ces exemples, je vous demanderai de réfléchir un peu, je vais vous aider, à quelles ont été les données qui ont été utilisées pour atteindre cette performance. Donc, dans le cas de la photographie, n'importe quel appareil photo moderne va mettre au point directement sur les visages. Donc l'appareil va reconnaître les visages, donc souvent on le voit apparaître sur un appareil photo. Donc ça a une technologie qui date d'une bonne dizaine d'années. Donc là, ça a été appris par l'exemple. Donc on a demandé des humains d'étiqueter
des millions d'images, donc de détourer où sont les visages, et la machine ensuite a appris. Donc ça, c'est quelque chose d'assez bénéfique qu'on utilise tous les jours. Autre utilisation qui a été déjà rappelée tout à l'heure, c'est tout ce qui est votre parcours Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les news. Eh bien, il s'avère qu'il y a de l'apprentissage qui tourne derrière. Donc l'apprentissage, c'est le domaine qui permet de passer des données à un comportement futur sur des données non observées. Donc là, dans le cas des réseaux sociaux, là, c'est un exemple de mon propre navigateur. Il s'avère que j'aime effectivement l'IA et le basket, et il me propose d'entrée de jeu du basket et de l'IA. Donc ça, quelles ont été les données? Les données, c'est vous. À chaque fois que chacun d'entre nous va sur Internet, eh bien, on enregistre le parcours Internet. J'ai cliqué sur tel site, après je vais aller voir sur tel site, j'ai acheté un manteau, j'ai acheté un ordinateur, et à la fin de toutes ces données, eh bien, ces acteurs, Google ou autres, vont essayer de prédire quel sera le lien sur lequel vous cliquerez. Donc ça, c'est quelque chose qui est pratique ou avec aussi quelques côtés insidieux dont je parlerai un peu tout à l'heure. Donc ça, c'est là depuis déjà une dizaine d'années. Aussi, la publicité, c'est pareil, je ne vais pas le mentionner. Voilà. Des choses qui sont plus récentes et pas encore à l'état dans les laboratoires, c'est la robotique. Prenons cet exemple. Donc ça, c'est une vidéo de Boston Dynamics, qui est un des leaders mondiaux de la robotique. Donc là, j'ai mis à côté un leader américain, mais il y a aussi des leaders chinois. Donc ça, c'est l'état de l'art de ce qui se fait en termes de mobilité des robots. Donc là aussi, il y a eu des données, ça a été appris. Donc on a demandé à des êtres humains de faire ces mouvements et la machine a essayé de les reproduire. Donc on voit qu'il lui arrive des fois de se tromper. Voilà. Donc ça, c'est l'autre exemple de grande performance. Ça a été rappelé, GPT, c'est dur de l'éviter. Donc là, j'ai mis, je crois, ces dissertations que mon fils a dû avoir pour le bac, ou pas très loin, d'accord. Et il est assez, que ce soit pour les sciences humaines ou les mathématiques, clairement, ces modèles sont largement au niveau d'un lycéen, voire d'un étudiant en licence, voire d'un étudiant en master, voire d'un étudiant en thèse, voire d'un chercheur comme moi. Donc les modèles progressent très très vite. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment, il y a un progrès très fort. Donc là, quelles ont été les données? Donc pour GPT a appris à parler en lisant simplement tous les textes existants sur la Terre. GPT lui a demandé étant donné chaque mot, prédire le suivant. C'est une tâche qui paraît un peu simpliste, mais cette tâche a permis d'apprendre à parler, entre guillemets, et voilà. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne ChatGPT. Au-delà du texte, donc peut-être, je ne sais pas s'il y aura une intervention sur les protéines, mais il y a quelque chose qui a fait beaucoup de bruit il y a 5-6 ans, qui est un algorithme pour trouver comment les protéines se replient. Donc une protéine, c'est quoi? C'est une molécule qui est une séquence d'acides aminés, et quand elle est synthétisée dans le corps, elle se replie avec des formes tridimensionnelles assez spécifiques, et cette forme est cruciale pour comprendre la fonction de la protéine. Mais il s'avère que l'entreprise DeepMind, qui a reçu avec David Baker un prix Nobel il y a 1 an ou 2, a traité cela comme un problème d'apprentissage. On a pris en entrée des séquences d'acides aminés, des articles scientifiques qui avaient synthétisé la protéine et mesuré la forme en 3D, et ils avaient beaucoup d'exemples comme cela, ils ont cherché à les reproduire. Donc ça a fait beaucoup de bruit il y a 5 ans, parce que ça a battu l'état de l'art de manière assez forte, avec un aspect de science ouverte. Ça, c'est pas de manière plus ou moins ouverte, mais il y a quand même une volonté de rendre ces algorithmes disponibles pour le plus grand nombre. Donc comment ça marche? Donc l'idée, c'est qu'on va faire de l'apprentissage dit supervisé. Donc la même chose, c'est la seule chose que vous devrez retenir aujourd'hui, c'est qu'on donne des exemples du comportement et après on va le faire sur une donnée non observée. Donc prenons le cas très simple de classification d'images. J'ai une image, je veux savoir si c'est un chien ou un chat. Donc là, je présente une base de données d'images à mon algorithme où j'ai étiqueté à la main moi-même les images. Là, j'en ai mis 6, mais imaginez qu'il en faut plutôt 1 million. 1000, c'est pour chien et chat, mais 1 million, si on veut pouvoir avoir plus d'objets. Et le but est de ce qu'on appelle généraliser, de prendre une nouvelle image et de pouvoir dire si c'est un chien ou un chat. Donc là, comme je suis un peu taquin, j'ai pris un exemple où ce n'est pas hyper clair, si c'est un chien ou un chat, mais dans la plupart des cas, c'est assez clair. Donc le but, c'est généraliser.
d'accord? On part des données observées et on veut généraliser à d'autres données. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, c'est quoi une image pour l'ordinateur? C'est un tableau de nombres qu'on appelle des pixels. Et le but, c'est de ce grand tableau de nombres d'arriver par plein de formules à un nombre qui sera 0 si je suis un chien et 1 si je suis un chat. Et l'idée, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle un modèle, qui est une succession de plein d'opérations simples, addition, multiplication, comparaison, qui vont aller d'un tableau qui aura typiquement des millions de pixels à un seul nombre. D'accord? Donc, donc il y a plein de paramètres différents à régler. Quand je commence l'apprentissage, ces paramètres sont générés aléatoirement, donc la machine fait n'importe quoi. Donc on commence à apprendre, la machine fait n'importe quoi, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc dans ces modèles classiques, excusez-moi, c'est souvent des réseaux de neurones qui sont utilisés, donc c'est simplement une combinaison de multiplication, addition et comparaison. Il y a un lien vague avec le cerveau, mais l'idée est vraiment de voir ça comme étant une grande machine avec plein de paramètres à régler, souvent des milliards, voire plus. On parle maintenant plutôt de 1000 milliards pour la plupart des modèles. Donc comment on va faire ça? Eh bien, donc, comme je l'ai dit, au début, on prend notre gros modèle avec plein de paramètres, on met tout aléatoirement, ça se comporte vraiment de manière aléatoire, et ce qu'on va chercher, on va prendre notre modèle, il prédit bien ou pas bien, et dès qu'il prédit mal, on va lui dire, eh bien, améliore tes paramètres pour prédire mieux. D'accord? Donc le principe est finalement assez simple. Et comment c'est fait? C'est fait en définissant notre objectif. L'objectif sera de dire, eh bien, sur les données que j'ai observées, fais le moins d'erreurs possible. D'accord? Donc si je suis parfait sur la base de données dite d'entraînement, ben, j'ai une bonne chance d'être bon dans le futur. Donc le problème de l'apprentissage, donc ce qui m'occupe tous les jours, d'accord, c'est d'essayer à minimiser ces erreurs. D'accord? Donc ça, c'est l'algorithmique sous-jacente. Et juste pour vous montrer un peu ce qu'on fait au jour le jour, donc ça, c'est vraiment les travaux donc, de mon laboratoire qui fait ça. Eh bien, quand vous voyez l'IA qui fonctionne, vous n'imaginez pas tout ce qui a été fait avant. Ce qui a été fait avant, c'est d'essayer de trouver un algorithme qui va minimiser l'erreur sur les données observées, avec deux buts. Le premier, c'est de faire en sorte que ça soit efficace algorithmiquement. Si vous commencez à apprendre un modèle de langue sur toutes les données du web, eh bien, si vous devez regarder à chaque fois toutes les données du web, ça va prendre un peu de temps. Donc il y a un côté algorithmique important. On a parlé de problèmes de consommation énergétique. L'IA consomme, et donc un de nos buts, c'est de faire en sorte qu'elle consomme moins. Et le deuxième but, c'est de pouvoir garantir le résultat. D'accord? Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore atteint par les modèles, mais c'est un peu le but de nos algorithmes. Donc en pratique, on n'a pas deux paramètres, on en aura 1 milliard, mais représenter un espace de dimension 1 milliard, c'est compliqué, c'est moins transparent. Donc imaginons que j'ai deux paramètres et que j'ai un profil qui correspond à l'erreur. Donc vous avez c'est comme quand vous faites de la randonnée, eh bien vous avez ici, c'est les lignes de niveau liées à l'erreur sur mes données. Et le but, c'est je pars d'ici avec une grande erreur et je vais arriver au fond du trou qui est la petite erreur. Donc ça, c'est le but du jeu. Eh bien, ce que va faire l'algorithmique qui est utilisé par tous les modèles, c'est de regarder localement par où on va descendre de plus, ce qu'on appelle souvent la ligne de plus grande pente, qui a un nom qui s'appelle le gradient, et je descends et j'itère. Donc ça, c'est l'algorithmique la plus simple, mais il s'avère que si je dois minimiser par rapport... Alors, pour cet algorithme, je dois regarder toutes mes données à chaque fois. Donc je me mets ici au début, je regarde toutes mes données, quelle est la direction de plus grande pente, je la suis, et après je recommence. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'accès à mon jeu de données, et ça, c'est pas du tout efficace, et ça, c'est l'algorithmique d'il y a une quinzaine d'années. Et ce qui a beaucoup changé les choses, c'est ce qu'on appelle la descente de gradient stochastique. Ça veut dire qu'au lieu de regarder toutes les données, on va à chaque donnée, faire une petite mise à jour. Donc de temps en temps, on va améliorer sur sa donnée, on va détériorer sur les autres données, mais en moyenne, ça va fonctionner. Donc ça, c'est un peu le but du jeu. Donc je passe ma vie à essayer de minimiser des fonctions. Donc là, j'ai fait une fonction avec un peu simple, mais dans la vie de tous les jours, pour un réseau de neurones, ça ressemble plutôt à ça, les profils d'optimisation. D'accord? Donc, un de mes travaux, c'est de s'assurer que pour des problèmes où la fonction à minimiser est aussi difficile, eh bien, on arrive à trouver un chemin qui permet de l'obtenir. D'accord? Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu qu'il y a les applications, c'est très important, mais il y a aussi l'algorithmique derrière qui permet d'améliorer les choses. Alors, jusqu'où ira l'IA? Donc là, première chose,
je n'ai pas cherché à prédire le futur, je sais bien que ça sera compliqué, mais regardons un petit peu ce qu'il est imaginable à court terme. Donc pour certains d'entre vous ont peut-être entendu l'expression perroquet stochastique qu'on attribue à l'IA il y a 5 ans. On disait, bah oui, l'IA, ça génère du texte, ok, mais ça fait que répéter ce qui a été vu. Ce n'est plus vrai, d'accord? Maintenant, pour tout ce qui est tâches dites un peu répétitives, et je dis répétitive, ça veut dire j'ai des données pour lesquelles j'ai eu l'exemple de la tâche. Prenons le cas du résumé. Donc, on a pris GPT, GPT a appris à parler, d'accord? Et après, on lui a dit, parler c'est bien, mais résoudre une tâche c'est mieux. Donc, on lui a dit, voici plein de textes, avec le résumé écrit par des humains encore, et il a cherché à reproduire ce résumé. Donc, c'est répétitif, donc on peut mettre plein d'exemples, d'accord, encore étiquetés par les humains, et ça a donné tout ce qu'on sait faire maintenant. Donc, c'est vrai pour résumer, traduire, rédiger, quelques raisonnements simples. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne déjà, et toute tâche un tout petit peu répétitive, avec des données, va toujours pouvoir être traitée par IA. Voilà. Il y a aussi des tâches maintenant qui sont plus récentes, c'est des tâches dites vérifiables. Donc en mathématiques et en informatique, eh bien, on peut, quand on a montré un théorème, eh bien, on peut certifier que le théorème a bien été montré. Quand on fait du code informatique pour résoudre une tâche, on peut certifier que le code a fait ce qu'on voulait. Si bien que dans ces domaines-là, depuis ça fait 2-3 ans que les gens s'intéressent beaucoup et les progrès sont très rapides. Donc ce que je dis aujourd'hui sera faux dans une semaine. D'accord? Donc tous les jours, il y a un nouveau résultat ouvert en mathématiques et en informatique qui a été résolu par des machines. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que mon travail devient inutile, ça veut dire que les outils existants sont très performants. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre aux mathématiques, où on peut vérifier de manière... Si on a une solution, on sait dire qu'on l'a. D'accord? Donc c'est un cas assez spécifique. Alors au-delà de ces tâches, soit répétitives, soit vérifiables, eh bien là, c'est un peu l'inconnu. D'accord? Donc il y a des tâches qu'on pensait qu'elles allaient être résolues assez rapidement, comme la voiture autonome, on en est encore très loin. Il y a des villes, à San Francisco, où les taxis sont autonomes, mais c'est des villes où chaque mètre a été étiqueté par des humains, et dès que la voiture sort un peu, elle n'y arrive plus. Donc il y a des tâches qu'on pensait faciles, qui ne sont pas du tout, et une des raisons, c'est la mauvaise gestion de la nouveauté. Donc comme c'est fait par apprentissage, eh bien, dès qu'on voit une nouvelle chose, on ne sait pas très bien agir. Enfin, quand toute critique qui est faite sur l'IA, d'accord, et beaucoup de critiques sont raisonnables et nécessaires, comme les hallucinations. À chaque critique, d'accord, eh bien, il y a un nouveau modèle qui va résoudre ces critiques. D'accord, donc les hallucinations sont beaucoup moins un problème aujourd'hui. On disait il y a un an, ça ne donne pas les sources. Maintenant, ça donne les sources, d'accord. Avant, on disait ah, mais ça fait que des raisonnements simples. Ce n'est plus vrai. Donc les progrès sont très rapides et là, il est très dur de savoir à quelle vitesse ça va aller. Donc pour finir, quelques enjeux scientifiques. Donc, un des grands enjeux ouverts, et ce sur quoi mon laboratoire travaille beaucoup, c'est comment on transforme ces belles performances, d'accord, en une discipline d'ingénierie mature. Par exemple, pour ceux d'entre vous qui prennent l'avion, eh bien, quand vous atterrissez en avion, l'avion atterrit et on sent que ça oscille un peu, mais qu'à la fin, ça va tout droit et on arrive gentiment à la fin de la piste d'atterrissage. Derrière cet atterrissage, il y a la théorie du contrôle d'il y a 20, 30 ou 40 ans, qui a pu certifier que l'avion, il va atterrir bien. C'est-à-dire que pour l'IA, on en est encore très très loin. Donc il y a un grand besoin de certification et de fiabilité, et je pense que pour le mot médical, on en reparlera. Enfin, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut des données et des données étiquetées. Malheureusement, étiqueter, c'est coûteux, et donc étiqueter, ce n'est pas forcément nécessaire. Si vous prenez l'apprentissage humain, eh bien, mes enfants n'ont pas appris la différence entre un chien et un chat avec 1 million d'exemples. Il en a fallu 3 ou 4. Donc on voit qu'il existe des machines, nous, qui apprennent mieux. Donc ça, c'est un grand sujet ouvert en apprentissage, c'est de comprendre à quel point on peut réduire l'effort d'annotation pour 2 raisons. Les données sont coûteuses, elles ne sont pas disponibles, et aussi afin d'économiser un peu de l'énergie. Enfin, prédire n'est pas tout. Donc souvent, on va générer une belle image, prédire une protéine, et de plus en plus, on veut faire interagir l'IA avec l'environnement, que ce soit des agents sur Internet, que ce soit des robots. Et là, c'est encore aussi très ouvert.
on a vu que le robot que j'ai monté tout à l'heure, il fait son petit salto tout seul, mais il est très très loin de pouvoir, si vous connaissez le film iRobot, on en est encore très très loin, et pour plein de raisons. Enfin, et je vais finir là-dessus, comme toute science, l'IA doit faire face à ses impacts sociétaux, à la fois bénéfiques et négatifs. Donc j'en ai mis 4 qui sont, pas tous, mais certains sont assez propres à l'IA. Tout d'abord, la protection de la vie privée. Donc on a vu que les données sont nécessaires à apprendre. Si on veut de la médecine personnalisée, eh bien, il faut que les données soient là. Mais comment on les gère afin de protéger la vie privée des patients ou des clients quand c'est sur Internet? Ça, c'est un enjeu important qui mélange à la fois technique et droit. Tout ce qui est l'empreinte environnementale, donc comme toute science, l'IA peut aider à réduire l'empreinte carbone, mais ce n'est pas une baguette magique, mais surtout elle consomme de plus en plus. Donc on dit actuellement que le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre, le pourcentage du numérique, c'est 4-5%, et la part de l'IA n'est pas hyper claire, mais elle a une forte croissance. Donc il y a un enjeu. On ne peut pas tenir avec, si tout le monde a un robot et fait du GPT toute la journée, ça ne va pas tenir au niveau énergétique. Enfin, pour finir, 2 impacts qui me dépassent un tout petit peu. Un impact sur l'emploi. Donc l'IA, c'est un peu comme l'électricité, l'ordinateur, la machine à vapeur, quelque chose qu'on appelle, c'est une technologie d'usage général. Ça a été souvent étudié dans le passé, avec des gains de productivité, des pertes de certains emplois, des gains d'autres emplois. Pour le cas de l'IA, est-ce que ça va être pareil ou ça sera différent? Ça, c'est quelque chose ça bouge tellement vite, c'est compliqué de savoir comment ça va se passer. Et enfin, un impact sur l'éducation. J'ai des enfants, j'ai des étudiants, et là, clairement, l'IA est en train de tout changer sur comment on fait les choses, comment les enfants apprennent, et là aussi, beaucoup de travaux en perspective. Je vous remercie de votre attention.